Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 26 septembre 2022 et c'est l'épisode 290. Alors d'ores et déjà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, j'ai une relation privilégiée avec mon dentiste en ce moment, donc à tout moment vous pouvez entendre des formulations de propos un peu approximatives de ma part, ne m'en voulez pas, je ferai de mon mieux. En tout cas, on va parler donc de tech parce que quand on ne parle pas des tendances d'intelligence artificielle dans Tech Café, on parle aussi des autres gros enjeux de société et notamment la gestion des données privées. Vous savez que c'est un fil rouge dans les épisodes de Tech Café. Et bien dans cet épisode, on va parler des deux. Nous avons des sujets autour notamment de la pub en ligne, avec un peu de géopolitique aussi, des révélations dans la lignée de Prism. Est-ce que vous vous rendez compte que ça date de près de 10 ans, Prism maintenant, enfin presque 10 ans, les annonces d'Edward Snowden. Snowden qui va devenir russe. Je crois que Poutine lui a officiellement donné ça vient de tomber, mais je semble avoir vu ça dans les titres. Ouais. Bon, et il était en Russie depuis longtemps. Mais bon, on va en reparler. Et puis, on aura plein de choses. De toute façon, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste avec une relation avec son dentiste favori. Et je retrouve, vous l'avez entendu intervenir, c'est Guillaume Poggiaspala qui a préparé cette émission. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, moi ça va. Pour l'instant, j'ai pas de problème dentaire, mais ça va venir. On y a tous droit, tôt ou tard, faut pas qu'on fasse nos malins là-dessus. Quoi qu'il y a quelques privilégiés dans le monde, il y a mon frère notamment, je sais pas, il a jamais eu rien, une carie, pas un problème, rien du tout, c'est magique. Et il a des dents, malgré tout. Et il a des dents, oui, c'est ça qui est important, c'est qu'il a des dents, mais il a pas de problème. Et il a pas une alimentation, tu vois, particulièrement saine, je pense qu'il fait attention à son soin dentaire, forcément, mais bref, allez, on n'est pas là pour parler de dents, on va plutôt faire un petit clin d'œil à Thierry du CKB Show, qui a renouvelé son soutien sur Patreon pour Tech Café. Alors évidemment, on lui fait des très gros bisous et un gros câlin, des bisous et des câlins numériques, parce que il y a encore un nouveau pic de Covid, de cas Covid, donc vraiment on garde nos distances, mais on lui fait un gros bisou. Et puis on va faire aussi un coucou à Benoît Galati qui avait mentionné la présence de Tech Café dans les recommandations d'un autre podcast, c'est DevOps. Comme son nom l'indique, c'est destiné aux développeurs ou à ceux qui touchent à l'environnement du développement. C'est dans l'épisode numéro 12 du podcast. Alors forcément, je pense qu'il y a n'importe quel podcast qui recommande Tech Café mérite lui-même d'être recommandé. Alors si vous recommandez Tech Café dans d'autres podcasts, dites-le nous et puis on pourra faire des liens croisés. Je pense que c'est tout à propos. Et puis au passage, donc si vous avez le sentiment qu'on vous apprend des trucs, qu'on vous donne du recul sur des sujets parfois traités avec un peu de précipitation ou d'approximation dans d'autres médias, je pense notamment aux NFT, aux crypto-monnaies, à l'intelligence artificielle ou encore l'actualité des processeurs, je ne peux que vous inviter à soutenir le podcast, comme l'a fait donc Thierry. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez vous inscrire en quelques minutes pour quelques euros par mois et vous profiter en échange du flux privé pour écouter le podcast sans la pub, sans engagement. Et oui, vous pouvez suspendre à tout moment votre soutien à la hauteur de ce que vous estimez juste comme durée. C'est patreon.com/techcafé. Et enfin, pour boucler les incontournables de l'introduction de l'épisode, je me dois de relayer, roulement de tambour, un nouvel avis sur Apple Podcast, et en plus ils font toujours plaisir. Tu sais, quand on a des petits moments de déprime, Guillaume, on peut se replonger aveuglément dans les avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou les petites étoiles sur Spotify. Il y a des commentaires qui sont très 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 sympas aussi parfois. C'est on a eu un dernièrement sympathique. Très oui, super. Et là, le dernier en date qui illustre ça, c'est Demeus qui dit « Excellent podcast ». Il dit « Je trouve l'émission bien préparée et les sujets passionnants. C'est certainement le meilleur podcast sur la tech ». Alors, je pense qu'on peut d'ores et déjà forcément te dérouler le tapis rouge, Guillaume, à toi qui prépare l'éditorial de tous ces épisodes de Tech Café. C'est largement grâce à toi. Et puis, enfin, que serait un podcast sans sa communauté et sans aujourd'hui son serveur Discord ? Eh bien oui, il y a un serveur Discord de Tech Café qui parle pas que de tech, on parle de beaucoup d'autres choses. Rendez-vous sur le lien qui figure dans les notes de l'épisode. Sans autre forme de procès, on va donc parler de vie privée et de données autour des vies privées. Parce que oui, tu t'es penché un petit peu sur l'actualité de la publicité en ligne qui a été relayée dans des articles. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a des périodes comme celle qu'on vit qui sont un petit peu difficiles et on pourrait s'attendre à ce que pour les annonceurs, il y ait peut-être une mise de côté de la médiatisation du numérique ou au contraire un renforcement de la médiatisation dans le monde du numérique et sur les réseaux sociaux. Tu t'es penché un petit peu sur cette situation, Guillaume. Écoute, Meta serait-il aux abois, tu sais, en particulier en ce qui concerne Facebook.
Faut dire que depuis les mesures prises par Apple avec la fonction Do Not Track, donc d'iOS 14, les milliards les milliards de manque à gagner comme ça s'accumulent. Donc ils avaient quand même un duopole avec Google qui s'effrite petit à petit, lui aussi, si on en croit en tout cas les chiffres de The Economist en 2015. Bon, est-ce que je dois être inquiet pour eux, Guillaume? Alors, oui. Mais bon, modérément. En 2015, c'est vrai qu'ils étaient... Et voilà, ils régnaient sans partage sur la pub en ligne. Aujourd'hui, si les chiffres d'affaires ont explosé par rapport à 2015, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Il y a d'autres acteurs qui ne sont plus anecdotiques. Amazon en tête, qui pourrait avoir 50 milliards de revenus sur le secteur en 2022. Microsoft n'est plus invisible. Apple et Snapchat non plus. Et TikTok s'est déjà fait une petite place. Et donc à eux tous, les outsiders feront en 2022 un bon demi-Meta et peut-être même un tiers de Google. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Et bon, Meta a peut-être voulu limiter les dégâts d'ailleurs en implémentant des mesures de contournement, assez discrètes et des nouvelles règles d'Apple. En tout cas, c'était Félix Krause qui avait attiré l'attention là-dessus. Quand un utilisateur de Facebook ou Instagram clique sur un lien internet, il est ouvert dans une page de navigateur interne. Après que l'app y a injecté néanmoins un code JavaScript qui permet de suivre tout ce que tu fais sur le site web, tout ce que tu fais sur tous les sites web en fait que tu vas voir après. Donc la page web liée est altérée par Facebook et le comportement est suivi quels que soient les choix en matière de vie privée que tu as fait évidemment sur iOS. Pire, Facebook peut en théorie tout récupérer. Quels boutons sont cliqués, tous les formulaires qui sont remplis, y compris les mots de passe. Le script injecté ne le fait pas, mais la possibilité est ouverte en fait de le faire via des serveurs, en tout cas via des scripts qui sont distants. Donc c'est une vieille news en fait qui date du 10 août, mais la semaine dernière, 2 class actions contre Meta se sont appuyés sur cette démonstration. Ce tracking dont les utilisateurs n'ont absolument pas conscience et qui se fout complètement de vos demandes en matière de vie privée, a d'abord été justifié par Meta par la sécurité. La base, tu sais, c'est voilà, non, on le fait, c'est pour votre bien, mais c'est un petit peu étrange parce que WhatsApp du coup utilise pas la tactique, donc c'est bizarre. Et bon, c'est parti pour un autre gros procès, parce que voilà, qui dit class action, qui dit grosse amende potentielle, jusqu'à $10,000 par utilisateur et $5,000 par faute avérée. Ça, c'est des trucs, et donc c'est peut-être encore un procès à plusieurs milliards. Bon, Facebook et Instagram vont peut-être arrêter de le faire du coup, mais le plus simple, si vous voulez de façon éviter de manière certaine ce traçage, c'est d'ouvrir les liens avec votre bon vieux Safari, le bon vieux navigateur du système. Ouais, ce qui est pas pratique du tout, et en termes d'expérience parce on est très très loin. Parce qu'en plus, les copier un lien depuis, bien sûr, ils jouent clairement là-dessus. Copier un lien depuis Facebook ou depuis n'importe quel réseau social et le coller dans ton navigateur, c'est parfois limite impossible selon la manière dont c'est implémenté. Et on parle de Facebook, mais je crois qu'il y a un acteur aussi qui est assez dingue là-dessus, c'est TikTok, où a priori il y a carrément de quoi récupérer les mots de passe qui sont saisis pour les sites sur lesquels vous connecteriez depuis le navigateur intégré. Donc, encore une fois, il faut se mettre dans la situation. Vous êtes sur TikTok, sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social et grosso modo, quand vous cliquez sur un lien, au lieu de sortir de l'app et d'aller dans votre navigateur, vous restez dans l'app dans laquelle il y a une fenêtre de navigateur qui se lance. Et là, le réseau social fait un petit peu, grosso modo, ce qu'il veut, en tout cas jusque-là. Forcément, ça pose question. Il y a même, d'ailleurs, tu sais, par certains aspects, Guillaume, les raccourcisseurs d'URL forcés. Sur Twitter ou sur LinkedIn, quand tu publies du contenu et que tu mets des liens, il te transforme ton lien en lien raccourci qui pointe bien in fine sur le lien que tu as partagé, mais c'est un t.co dans le cadre de Twitter ou un lk.dn ou je sais plus quoi pour LinkedIn, ce qui est assez dégueu en fait. Et en matière de transparence et de tracking, on n'est pas sur le même niveau, mais c'est crado quoi. Mais t'as raison, de toute façon, en gros, tout ce qui rajoute un petit peu de facilité comme ça dans l'expérience utilisateur, c'est souvent aussi une porte ouverte quoi. Par exemple, même sur Telegram, tu as les instant preview, ça veut dire que c'est Telegram qui ouvre le site en fait. Exactement. Et pas pour toi. Et c'est pas toi qui va sur un autre truc. Donc tu donnes et tu délègues aussi plus de puissance à Telegram qui fait ça pour toi, pour te faciliter la vie, mais tu délègues aussi la possibilité de faire ce qu'il veut avec, éventuellement. On n'accuse personne, mais c'est possible. Bien sûr. Même si, pour être complet, en l'occurrence, Telegram, je crois que ça a été vérifié, le navigateur, en l'occurrence, ne fait pas les mêmes cochonneries que les réseaux sociaux. Mais comme WhatsApp, d'ailleurs. Et c'est là où c'est rigolo, et tu le disais tout à l'heure, c'est que Meta se défend en disant que c'est pour la sécurité de ses utilisateurs, mais
Sur WhatsApp, il le fait pas. Alors, soit c'est pas vrai, soit WhatsApp est moins sécurisé. Pas évident, hein. On a du mal à se faire un avis. WhatsApp, c'est un vecteur de pub négligeable comparé aux deux autres, surtout. Ouais, absolument, absolument. Bon, on voit bien que la pub est le nerf de la guerre. Et en tout cas, ce qu'on peut aussi observer, et ce qui est hyper intéressant dans les écosystèmes numériques en ligne dans le monde, bah, c'est quelque part qui est presque en train de se dessiner aussi carrément une nouvelle guerre froide, Guillaume, avec des blocs qui semblent s'affronter. Mais oui, bah ça vous manquait la guerre froide? Est-ce que ça vous manquait les deux blocs? Moi, ça me manquait énormément. L'espionnage, tout ça, façon James Bond, bon baiser de Russie, bien sûr. Hein. Puis la menace nucléaire permanente, tout ça. Moi, perso, je n'ai pratiquement pas profité, c'est vrai. Hein. La faute à Gorbatchev, avec sa perestroïka et sa glasnost, hein, ça a démarré en 85, alors que j'étais encore jeune et tendre. En tout cas, si le bon vieux temps vous manque, pas de souci, parce qu'une deuxième guerre froide arrive rapidement, et je vais avoir tout le temps d'en profiter, je pense. Enfin, j'espère. Bon, en plus, c'est une super suite, franchement, parce qu'elle est familière, juste ce qu'il faut, tu vois, c'est toujours en bloc de l'Est, mais elle est aussi assez différente pour qu'on s'ennuie pas, tu vois, et puis elle est quand même très moderne, très technologique, franchement, c'est une suite de qualité, tu vois, j'aurais aimé que Star Wars fasse aussi bien. Bon, dans ce nouveau bloc de l'Est, il est sino-russe, hein, voire sino-indo-russe, en fait, et il est matérialisé par l'Organisation de coopération de Shanghai, donc l'OCS, qui décidément, OCS aime bien les grands shows géopolitiques, hein. Bon, il comprend aussi des pays de l'ex-URSS, comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan, et puis le Pakistan et l'Iran. Alors clairement, avec une colonne vertébrale sino-russe, c'est les deux premiers membres historiques, hein, on se doute qu'on n'est pas super fan des États-Unis à l'OCS. Hein. Il y a des pays comme le Myanmar, ou même la Turquie, qui pourraient rejoindre l'organisation. Erdogan a annoncé, il y a même pas 2 semaines d'ailleurs, qu'il voulait commencer la démarche pour y entrer. Alors pourquoi je parle de ça? En gros, parce que la Chine, hein, tout simplement, est une puissance industrielle et technologique mondiale. Elle possède la moitié des robots industriels de la planète, hein, d'après l'IFR. Elle possède également des valeurs et une idée de la société qui sont assez différentes des nôtres, hein, quand même. Et elle utilise cette technologie pour implémenter sa vision du monde chez elle et bien au-delà. Alors, sa vision et les moyens de l'appliquer s'exportent ou s'exporteront volontiers dans tout l'OCS. Et cette moitié de monde, quand même, hein, coïncide avec des endroits où la liberté de l'Internet est la plus mise à mal. Et c'est ce que surveille Freedom House, donc qui est une association de recherche qui se focalise sur ce qu'elle appelle l'émergence de l'autoritarisme digital. Donc c'est une manière de contrôler la population par la technologie. Donc chaque année, Freedom House est un rapport avec des scores de libéralité de l'Internet. Donc par là, on attend le libre accès à tout le web, déjà, mais aussi tout ce qui est censure, la protection de la vie privée, etc. Donc vous serez ravis d'apprendre que les scores globaux, donc les scores de tout le monde, hein, sont en déclin depuis 11 années consécutives. Donc les pays de l'OCS sont parmi les pires élèves avec des notes en chute libre depuis 10 ans, et c'est sans surprise excessive, hein, qu'on trouve tout en bas du classement la Chine depuis 2014. Ceux qui coupent le plus souvent l'accès Internet direct, comme ça, les blackouts, c'est les Indiens. Il y a eu une centaine de blackouts en 2021, mais on a un superbe exemple en ce moment même en Iran, d'ailleurs. Bon. Alors je sais, Elon Musk a décidé d'y activer Starlink, mais bon, en vrai ça va pas changer grand-chose, parce qu'une station de Starlink, déjà faut se la procurer, faut la configurer, puis c'est pas super discretos, donc voilà, si les forces publiques iraniennes veulent virer les trucs, à mon avis, c'est facile, donc c'est sympa, mais enfin bon, pour 99,99% de la population, ça va rien changer. Bon, pour revenir donc à Freedom House, la liberté d'Internet, elle est fortement corrélée avec, disons, la liberté tout court, quoi. Les démocraties électives sont schématiquement celles où la liberté d'Internet est la plus élevée, même si, attention, tout n'est pas parfait partout, très loin de là. Donc la Chine, c'est le moteur d'OCS. Enfin, de l'OCS. Parce que, voilà, pour OCS, le moteur d'OCS, c'est les séries de qualité, n'est-ce pas? Mais bon. Oui, là, tu parles de l'Organisation de coopération de Shanghai. Voilà, hein, exactement, et pas d'OCS, bon. Évidemment. Bref, la Chine finance des grands travaux, hein, des très très grands travaux, genre comme le chemin de fer transafghan, enfin des trucs où ça route de la soie, là, c'est absolument énorme. Mais aussi, il coordonne des manœuvres militaires communes. Et elle aussi à la base de ce qu'ils appellent le TCSA, pour le Thousand Cities Strategic Algorithm, un projet d'utilisation massive du big data pour les gouvernements, en fait, hein, pour que les gouvernements puissent mener leur politique avec des données, avec de plus en plus de données, et avec beaucoup trop de données. Il y a Chongqing aussi, qui va devenir la capitale des échanges économiques de l'OCS. Bon, la Chine possède énormément d'outils, il faut dire, hein. Il y a plus de caméras là-bas que partout ailleurs, et elle en fait profiter tous ses amis. Et nous aussi, en fait, parce que tout le monde utilise les systèmes de surveillance chinois. Il y a 700 000 caméras rien qu'aux États-Unis. En Europe, on utilise aussi volontiers ces outils, et en Amérique latine, bien sûr. Et en plus, c'est même pas juste à sens unique, d'ailleurs, hein. Les Chinois utilisent aussi occasionnellement des serveurs américains pour, disons, tout type d'usage. Et donc, en résumé, l'influence de la Chine grandit à l'échelle mondiale, et son projet de route de la soie aussi.
Et les pays de l'OCS en particulier vont sans doute continuer de renforcer leurs liens économiques, leurs liens scientifiques et technologiques. Donc leurs visions vont continuer probablement de converger petit à petit, avec même des risques de contamination générale. Donc en tout cas, il y a bien un gros bloc, bien fat, qui se reforme, et qui nous considère pas avec la plus grande sympathie. Donc voilà, c'est pauvre Biden, lui qui déclarait aux Nations Unies qu'il voulait surtout pas avoir de deuxième guerre froide, c'est quand même assez mal barré, quoi. Ouais, et en plus, ce qui est assez dérangeant, inquiétant, ou qu'on pourrait regarder avec un regard critique, c'est j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement de construction et de consolidation qui est beaucoup plus important du côté de ce bloc de l'OCS que du côté de l'Occident. Alors c'est peut-être ma perception qui est un peu biaisée, je suis pas sûr d'avoir le regard le plus documenté, le plus objectif qui soit, mais ça donne le sentiment que par nature, vu l'isolement qui a lieu de la Russie ces derniers temps, et donc forcément de son rapprochement, de ses liens un peu plus étroits construits au sein de l'OCS, j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses de ce bloc-là. On verra évidemment si ça se manifeste. L'anti-américanisme fédère pas mal de pays, quoi. Exact, oui, c'est vrai. Oui, c'est une valeur un peu sûre pour fédérer effectivement ce type de pays. Au passage, d'ailleurs, je remonte juste d'un cran parce que au-delà de la tech, si jamais la géopolitique vous intéresse, il y a un truc je pense, on recommande pas assez souvent, je sais pas si d'ailleurs tu y es abonné ou si tu regardes de temps en temps, toi Guillaume, c'est le dessous des cartes qui, au-delà d'être une émission sur Arte et surtout maintenant une chaîne YouTube, et d'ailleurs je me surprenais l'autre jour à me rendre compte qu'il y avait plus de 500 000 abonnés à cette chaîne YouTube, donc le dessous des cartes. Et en fait c'est vrai que le format est très chouette parce que tu as des épisodes hebdomadaires de 10-12 minutes et tu as des quotidiennes, en fait, en gros des petits résumés de quelques minutes. Pour qui veut s'intéresser à la géopolitique mais n'a pas trop le temps, franchement je peux que vous le recommander parce que c'est très bien traité, c'est très visuel forcément, c'est un peu l'ADN de l'émission et ça vaut vraiment le coup de regarder et de consulter ça au fur et à mesure si vous voulez par exemple en savoir plus sur l'organisation de coopération de Shanghai. Tu parlais des caméras de surveillance qui sont de plus en plus répandues et peut-être même que ça va aller encore plus loin parce que peut-être même que l'utilisation des caméras installées par les particuliers pourrait être mise à partie. Alors là, tu me fais peur, Guillaume. Oui, écoute, à m'entendre, là, on dirait que je parle de l'OCS comme des méchants qui espionnent ou manipulent leur population, tout ça. Bon, alors, c'est ok, mais c'est pas comme si nous, les Occidentaux, on était irréprochables. Vrai, mais... Tu vois, c'est pas comme si nous, on était tout blanc, du tout. Par exemple, la vidéosurveillance, c'est devenu un sport national aux États-Unis, mais on en raffole aussi en France, et aux US, ils ont un petit plus, d'ailleurs. Ils ont toujours un petit plus. Déjà, ils ont Ring, tu sais, les sonnettes connectées avec une caméra qui peut servir à tout. Ils sont bien répandus aux US, mais il y en a partout. Ah, les Ring, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, tu vois, ça peut servir à tout. Ça peut servir à faire du vidéogag sur Prime Video ou à fournir des preuves à la police, si besoin. Mais ça suffit pas à San Francisco, qui doit être un véritable coupe-gorge à Sainte-Ville, puisque le conseil de la ville a autorisé sa police à avoir un accès en temps réel au flux vidéo des caméras de surveillance des particuliers. Donc le programme, c'est un pilote d'un an et il requiert le consentement de l'utilisateur. Alors, à moins qu'il y ait un cas de force majeure, ou à moins qu'il y ait du vandalisme, ou de l'incivilité, ou alors en cas de gros événements, ou alors s'il y a une enquête. Bon, par le consentement, si on veut, quoi, en gros, et voilà, c'est bien joué, puisqu'à San Francisco, il y a des très grosses boîtes et des très gros bourges aussi, qui ont des wagons de caméras pour surveiller leurs biens. Bon, désormais, elles travailleront aussi pour le bien commun, n'est-ce pas? Bon, si vous trouvez que ça, c'est un petit peu fort, déjà, accrochez-vous, et bénissez peut-être le fait d'être en Europe et aussi le RGPD. Alors, je crois que c'est RGPD nous protège, et j'ai foi en lui. Est-ce que vous connaissez le NCIS? Oui, je sais, moi aussi. C'est une série. Voilà, moi aussi j'ai un petit peu regardé cette série incroyable d'ailleurs. Et donc je sais que ça veut dire Naval Crime Investigation Service, et c'est en gros le FBI des militaires, précisément de la Navy et des Marines. Et il y a un lanceur d'alerte qui a contacté un sénateur, Ron Wyden, en affirmant que le NCIS monitorait 90% du trafic internet mondial en faisant appel au service d'une boîte privée qui s'appelle Team Simru et qui a donc un logiciel qui s'appelle Augury. Et oui, tu peux très certainement lire les augures, donc tu peux avoir accès aux métadonnées de tout le monde, aux historiques aussi de navigation, aux cookies, aux métadonnées d'email, et j'en passe. Alors la NCI, c'est pas le seul à avoir accès à ce truc-là, il y a d'autres agences gouvernementales qui ont d'ailleurs payé collectivement 3,5 millions pour un accès à Augury qui, comme le vante son papa Simru, donne accès à une super majorité de toute l'activité sur Internet. Donc notre site parle d'ailleurs de 93% du trafic. Augury d'ailleurs serait connu sous d'autres noms, c'est comme Sauron, il a beaucoup de noms. Donc il y a un autre site qui dit qu'il s'appellerait Pure Signal Recon.
pour des services peut-être un peu différents, un peu personnalisés, hein, peut-être que c'est un peu différent à chaque fois. Bon, l'enquête est publiée dans Vice, qui a eu accès à des documents qui confirmeraient l'étendue et la granularité aussi des infos collectées, qui irait jusqu'à la capture directe de paquets. Donc en gros, tu captures les paquets bruts. C'est-à-dire, et même d'ailleurs aussi l'infotrafic des réseaux, d'ailleurs, hein, donc qui passe par où, combien il y a de flux, de quel volume passe par où, etc. Et les paquets, je veux dire, bon ben voilà, quand les paquets sont collectés, ben il y a plus rien à dire, quoi. T'as tous les paquets, t'as absolument tout. Et ben via les fournisseurs d'accès, c'est possible, parce que voilà, comment ces données sont collectées, apparemment, ça vient des FAI, principalement. Sans doute pas exclusivement. Donc, qu'est-ce qui se passe? En gros, les FAI envoient des masses de données brutes à Team Simrook où elles sont agrégées, nettoyées, mises en forme, je dirais, par Team Simrook, qui fournit en échange aux FAI des informations sur les menaces, les attaques, etc. Et donc, voilà, il y a une forme d'entente, d'entente mutuelle comme ça, mais manifestement, ces masses inimaginables de données, elles sont aussi rentabilisées autrement. Alors, Simrook se défend d'offrir aucun service qui puisse identifier quiconque. Mais bon, la Navy a quand même payé un abonnement platine à Augury, ça doit bien être utile à quelque chose pour des enquêtes. Faut pas oublier que c'est quand même une police, quoi, à la base. Hein. Bon, un truc marrant, ou pas, je sais pas, c'est que le patron de Team Simrook, qui s'appelle Rabbi Rob Thomas, fait partie du conseil d'administration de Tor. Et oui, le réseau chiffré de protection de la vie privée. C'est cocasse quand même, hein. Bon, enfin, au moins, tu me diras, il connaît les risques concernant la vie privée, il n'y a pas de problème. Donc il y a une enquête qui va être ouverte, ce serait pas la première fois que le gouvernement américain a pris les doigts dans le pot de rillettes, hein. Oui, moi je suis plus salé, je préfère la rillette. Donc, souvenez-vous effectivement des révélations d'Edward Snowden, et même, si on remonte encore plus loin, d'Echelon. Echelon dans les années 2000, hein, ce vaste programme d'écoute globale. Donc c'est vraiment pas nouveau, mais bon, donc voilà, là c'est l'échelon supérieur. Ouais, bah écoute, c'est magnifique. Je me demande dans quelle mesure est-ce que ça devrait pas plus brasser les inquiétudes, parce que finalement, j'ai pas l'impression que ça a eu un écho complètement tonitruant, quoi. Donc, pour l'instant, non, mais bon, peut-être qu'on en entendra parler plus. Après, pour l'instant, ça a l'air plus limité aux États-Unis, mais c'est pas clair encore. Hein. Ce qui dit bien, ce trafic global. Alors peut-être que le NCIH s'intéresse pas plus que ça à ce qui se passe ailleurs, mais quand même. Ouais, bien sûr. Et tu parlais en intro effectivement de Edward Snowden. Tu as raison, ça date a priori d'aujourd'hui. Hein, les informations qui montrent que Vladimir Poutine proposerait la nationalité russe à Edward Snowden. C'est vrai que ça, par les temps qui courent, ça fait mauvais genre, quoi. Je suis pas sûr que c'est la meilleure carte sur le CV de quelqu'un. Bon, il l'a fait pour emmerder. Je veux dire, c'est vraiment, il l'a fait pour énerver les Américains, vraiment. De le proposer, oui, qu'Edward Snowden l'accepte. Et que sa femme enchaîne. A priori, sa femme aussi aurait fait la demande. Donc bon, il y a une démarche quand même volontaire. Après, j'imagine que ça va pas être très simple d'être réfugié à l'étranger, au-delà de ton pays natal. Hein. Bon. Ça fait 10 ans, comme tu dis, qu'il est là-bas, quoi, qu'il a patrie, presque. J'étais hyper impressionné de voir que c'était de 2013 que ça datait. J'aurais jamais imaginé que c'était il y a déjà près de 10 ans qu'il y ait eu les révélations d'Edward Snowden. Le temps passe vite. Le temps passe vite aussi dans cet épisode, et donc du coup on va parler d'autres choses. On va revenir au sujet, alors bon, qui m'excite toujours autant depuis quelques semaines, vous l'avez compris maintenant. C'est vraiment un truc qui me marque. Je sais pas pourquoi ça me marque autant, parce que c'est pas nouveau. Ouais, c'est très visuel, mais au-delà de ça, tu sais, tu avais déjà parlé de Dolly et de Dolly 2, on en avait déjà parlé ensemble, mais en fait, vraiment, moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a mis une gifle, je me répète un peu, mais c'est le fait que ça puisse être aussi soudainement et aussi massivement accessible par le commun des mortels, avec simplement une appli sur Mac dont on avait parlé, simplement un serveur ou un compte même Discord. C'est assez dingue. Bon, et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Alors, le dernier sujet en date au sujet des images génératives, on vous rappelle, c'est les super programmes où vous mettez une requête en texte et l'intelligence artificielle ressort des images qui correspondent à ces instructions. Alors forcément, ça se base sur des volumes d'images qui sont digérés par ces programmes-là. Alors on avait parlé aussi des copyrights qui étaient présents sur une partie des images générées. En tout cas, ce qui ressemble à un copyright, et ce qui montrerait que ces programmes se servent comme base de données de départ, des images sur lesquelles ils ont probablement pas forcément les droits, et non pas les draps, mais encore moins les draps, mais pas non plus les droits. Et en tout cas, là, le dernier sujet en date, Guillaume, ce serait d'identifier le fait que il y a encore des sources de données qui ont servi à entraîner ces modèles, qui sont toujours dans la lignée de la vie privée. C'est déroutant. De quoi s'agit-il, Guillaume? Oui, ces images. Alors, tu les appelles les images génératives, je sais pas comment on peut les appeler. J'arrive toujours pas. C'est les algorithmes qui sont génératifs et les images, je sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Ouais, faut trouver un mot français. Il faudrait un mot français pour tout, je dirais. Les images générées par générateur d'images. C'est bizarre, c'est long. Moi, j'avais pensé à myriage.
pour IA et Mirage. Ah oui, c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Écoute, on va le mettre dans on le va titre. dire ça. Non, allez, de toute façon, on va essayer de dire ça déjà pour l'émission, et puis on verra bien si ça prend. Hein. Bon, enfin, c'est en tout nos cas, mariages. voilà, bon, enfin, coupons court à cet aparté beaucoup trop poétique. Pour revenir aux mises à jour de la semaine, effectivement, sur l'art génératif, hein, on va dire, donc c'est, si vous avez essayé Stable Diffusion, ben, vous avez peut-être eu un sentiment de familiarité, voilà, dans la forme de ce nuage, je sais pas, l'œil de cet alien, voilà, la forêt sur cette montagne, ou la forme étrange de ce champignon imaginaire. Et il y a peut-être une raison à ça. Parce que si ce champignon vous rappelle un polype intestinal, et cette forêt un kyste ovarien, et cet œil la radio de votre calcul rénal et ce nuage votre dernier scanner testiculaire, c'est peut-être parce que ce sont bel et bien eux. Parce que figurez-vous qu'une artiste qui a un pseudo marrant qui s'appelle Lapine a découvert des photos médicales de sa tête dans le Lion 5B, qui a servi à entraîner donc les algostars du moment. En 2013, un docteur a photographié son visage avant et après l'intervention, et bon, en 2018, le toubib est mort. Et on ne sait pas comment. La photo s'est retrouvée non seulement sur le net, mais aussi dans les poids de Stable Diffusion. Donc le truc, c'est qu'elle n'est pas la seule du tout, puisqu'avec une simple recherche dans I Have Been Trained, l'outil de recherche dans le Lion, donc c'est cet outil-là, Ars Technica a découvert plein d'autres photos de visages de femmes malades. Ils ont cherché apparemment des femmes malades, bon, ils en ont trouvé plein, quoi. Le Lion contient des images d'ordre médical, c'est sûr. Combien? Mystère. De quelle nature? C'est pas clair. Et c'est un problème, parce qu'évidemment, Lapine ne voulait pas que cette photo soit rendue publique. Elle l'a mentionné explicitement. C'est même pas un manque d'informations. Ah oui, non, mais elle a montré le formulaire. Elle veut pas. Mais bon, il y a eu une chaîne d'incompétence aussi longue que floue, hein, et du coup, elle se retrouve à nourrir Stable Diffusion, qui très certainement recrache de temps en temps quelque chose de son portrait dans une de ses productions. Un détail, une texture, voire plus, je sais pas. Comme GPT-3 qui assimile des données confidentielles mais dont il est assez difficile de lui faire régurgiter, Stable Diffusion est imprévisible. Par contre, le Lion, lui, il est très très prévisible. Je veux dire, on peut aller chercher dedans et ça pourrait être beaucoup mieux cadré, manifestement. Donc voilà, mais combien d'images de furoncles, de caries, de kystes ou de tumeurs Stable Diffusion a-t-il digéré? Et à qui sont-ils? Un truc à réfléchir en s'émerveillant devant les résultats de vos meilleurs prompts. Est-ce qu'on peut aller faire des requêtes sur Hawaii? Enfin, je vais pas arriver à le prononcer. Oui, est-ce que j'ai été dans l'entraînement? Oui, J'aimerais bien creuser ça. C'est oui, assez flippant quand même. Y aller, hein. Et c'est tellement évident en fait que le volume de données qui est utilisé et il va outrepasse évidemment les droits qui leur sont concédés. Et d'ailleurs, toujours dans ces histoires de miriage, on a toujours le sujet des banques d'images justement, hein, qui se posent des questions sur la manière de mettre à disposition les images qui sont générées justement de cette manière-là. On en parlait la semaine dernière, mais il y a du nouveau. Shutterstock était inondé de miriage, donc, hein, et cette semaine, ils suivent le sillage de Getty en les interdisant. Voilà, désormais, c'est interdit sur leur site. Donc, Craig Peters, qui est CEO de Getty, donc de Getty Images, le justifie par les inquiétudes réelles concernant le copyright des œuvres produites, leurs métadonnées et les personnes aussi qui apparaissent dedans. Donc une inquiétude somme toute légitime, hein, qui promet des débats houleux un petit peu partout, puisque, d'autre part, la première BD dessinée par une IA vient de recevoir son copyright, tout ce qu'il y a de plus officiel aux États-Unis. C'est une BD qui s'appelle Zendaya, pas Zendaya, bien que clairement elle ressemble pas mal à Zendaya, l'héroïne, c'est Zarya of the Dawn, qui a été produite par Chris Castanova, avec Midjourney, donc, hein, pour le dessin. Et d'ailleurs, elle s'en cache absolument pas, au contraire. Hein, voilà, c'est. Alors, si vous voulez vous faire une idée, la BD est gratuite et disponible comme deux autres sur le aicomicbooks.com, qui donc existe déjà. Il y a déjà un site pour recenser et vendre éventuellement les comics books dessinés par des IA. Et pour l'instant, ça comporte 4 œuvres pour le moment, sans doute 40 la semaine prochaine et 40 000 en janvier prochain. Mais en attendant, vous pouvez le feuilleter sur Instagram directement. Donc, alors, j'ai jeté un coup d'œil du coup, et c'est beau déjà. C'est vrai que c'est quand même... pas mal foutu, hein. C'est beau, c'est bien fait. C'est très très joli. Je parlerai pas du scénario parce qu'il a l'air un peu débile, et parce que je passe pas trop le sujet là de toute façon, mais voilà, Zarya, l'héroïne, hein, elle est quand même assez cohérente de case en case, hein, et comme les autres persos. C'est très impressionnant. Alors c'est pas parfait, mais ça choque pas trop. Les décors sont très beaux et stylistiquement cohérents. Alors c'est peut-être aussi parce qu'ils sont tous très Midjourney. Tu vois, ils ont tous un peu le style Midjourney, quoi. Il y a quand même une esthétique Midjourney qui revient un peu. Le portrait aussi, hein, il est toujours un petit peu dans les mêmes expressions et les mêmes rendus, quoi. Donc peut-être que c'est ça en fait. Peut-être aussi que l'homogénéité stylistique vient du fait que tout a été fait par le même logiciel, quoi. Mais bon, moi qui disais que avec les mêmes prompts, enfin une cohérence dans les prompts aussi, forcément. Oui, aussi, certainement. Non, mais bien sûr, il a fallu travailler les prompts pour en arriver là, ça c'est clair. Mais bon, quand même, tu vois, peut-être aussi que c'est Midjourney qui pose un petit peu des trucs qui se ressemblent.
Bon, moi qui disais que j'avais un doute quant à la possibilité d'avoir une direction artistique, tu vois, rien qu'avec des prompts, en fait, ces BD vont peut-être me donner tort très vite, en fait. Donc c'est à la fois une formidable perspective créatrice, parce que je pourrais moi-même faire un comic book. Genre, c'est dire, moi, je pourrais faire un comic book, t'imagines. Et clairement, ça justifie aussi beaucoup, et vraiment, les craintes qui ont déjà été exprimées par les artistes, parce que si moi je fais un comic book, je vais pas demander à quelqu'un de me dessiner les trucs, quoi. Donc c'est vraiment à double tranchant, c'est assez impressionnant. Ouais, le rendu graphique est vraiment convaincant et je vous invite évidemment à aller regarder parce que l'esthétique est là, ça c'est assez indéniable. Évidemment, modulo tout ce qu'on a dit sur la manière de créer ces images et des modèles qui ont été entraînés sur la base d'images sur lesquelles les droits sont très critiquable. Et puis, alors tu as trouvé une pépite, forcément, moi qui me suis plongé dans les jeux à la Sutom, bah oui, forcément, je me suis empressé de tester quand tu l'as mis dans les notes de l'épisode. Je l'avais pas vu chez Corben qui a relayé ça via un article. De quoi s'agit-il ? Si vous en avez marre de Wordle et que vous êtes plus visuel, on va dire, vous pouvez désormais essayer Wordally, en référence à Wordle et à Dali. Internet est génial. Et le principe, c'est l'inverse en fait de Dali, c'est-à-dire qu'on vous présente 6 images générées par une IA, donc 6 miriages, à partir d'un prompt aléatoire que vous allez devoir retrouver en 7 essais. Et donc comme Wordle, mais avec énormément plus de calcul en amont, un jeu rigolo ou un jeu atroce si on pense que Stable Diffusion et ses cousins sont les fossoyeurs des arts graphiques. Je croyais que tu voulais faire plus long, mais je voulais me retester pendant que tu redécrivais Wordally. J'ai testé aujourd'hui, j'ai trouvé... Attends la GTC, pour ça t'auras largement le temps de jouer. Ah, magnifique, magnifique. C'est très bien. Et puis, ça touche aussi le domaine sonore, Guillaume. Il n'y a pas que l'image qui est concernée. Ouais, on a énormément parlé d'images, mais il y a aussi plein de nouvelles côtés son. Alors, dans la lignée d'outils comme Diffusion B, par exemple, qui pourrait révolutionner le quotidien de beaucoup de monde, il y a peut-être Whisper. Whisper, c'est un modèle d'OpenAI qui fait de la transcription audio de texte. Alors, il l'a fait de manière particulièrement fiable, déjà, presque autant qu'un être humain, franchement, et il a été entraîné sur 680 000 heures de texte en 98 langues, et du coup, en bonus, il peut même traduire des textes en anglais dans la foulée. Et le meilleur, Whisper est open source, et il est disponible tout de suite sur GitHub. Et comme c'est un modèle audio, c'est assez léger, relativement, qu'il te suffit d'une carte graphique avec 5 Go de RAM vidéo pour faire tourner le modèle de taille moyenne. Le modèle le plus gros demande dans les 10 gigaoctets. C'est beaucoup, mais enfin ça reste accessible encore quand même aux particuliers. À noter que la transcription ne se fait pas en temps réel, mais elle est d'autant plus rapide que tu choisis un modèle qui est plus petit. Alors tout de même, c'est en anglais quand même que pour le moment c'est le plus efficace, mais c'est quand même un début très prometteur. Tu te rends compte ? Il n'est pas exclu qu'un jour, tous nos podcasts bénéficient d'une version de texte propre, aussi propre que si je l'avais tapé de mes blanchements, quoi. C'est ça gratuitement. Impossible d'égaler tes blanchements, Guillaume, là-dessus. Presque, on va dire. Bon, en tout cas, autre modèle, autre boîte, DeepMind dévoile Sparrow, un chatbot, encore un, basé sur leur modèle à eux, leur modèle de langageux qui s'appelle Shenshia, et ou Shenshila, j'ai jamais trop su, qui a pour lui donc d'être un petit peu moins gourmand que GPT-3, pour une efficacité comparable. Donc il a à peu près 2 fois moins de paramètres. Donc donc la vraie news, c'est que Sparrow a été entraîné aussi par des humains. Alors pas au début, donc c'est un modèle de langage entraîné comme d'habitude, mais après, donc DeepMind a utilisé le feedback de gens qui ont discuté avec lui. Donc les gens ils ont discuté, Sparrow leur a donné des réponses et ils l'ont éduqué à ne pas dire n'importe quoi en notant ses réponses. Donc à ne pas être toxique, à ne pas prétendre qu'il est un humain surtout, ne pas faire référence à des faux souvenirs, à des fausses expériences qu'il aurait eues. Et c'est un bon début pour qu'il arrête de mentir déjà, tu vois, parce que ce n'est pas un humain. Donc ce faisant, Sparrow est cohérent et logique et pointe vers des liens Google pertinents dans 78% des cas. Néanmoins, quand on essaye de lui soutirer des informations privées, il enfreint quand même les règles encore 8% du temps. Ce qui est énorme en fait. Imagine que ce soit à l'échelle de Google, t'imagines le nombre de problèmes par jour que ça donnerait 8% de règles enfreintes par jour. Donc il est mieux élevé que cette graine de délinquant de GPT-3, mais il peut encore vraiment mieux faire. Et puis un petit mot peut-être pour terminer autour de deepfake. Ouais, alors ça c'est très très marrant. Alors les deepfakes audio, c'est une réalité, et bien sûr ça a déjà été utilisé pour enfariner des gens. Donc dans un article de Protocole du 18 août, on peut lire d'ailleurs que des petits malins ont réussi à maquiller la voix d'un appel téléphonique d'un employé pour la faire passer pour la celle de son boss. Et évidemment, ce faux boss demande un transfert d'argent urgent et exceptionnel. Alors c'est pas encore en temps réel, mais ça a déjà marché certaines fois, et ce n'est qu'une question de temps pour que de véritables call centers de l'arnaque s'organisent et disparaissent 6 mois plus tard, quand tout pourra être automatisé avec des chatbots installables sur Raspberry Pi. Bon. Donc, devant cette alerte, les scientifiques vont tenter une contre-attaque.
Une contre-attaque grâce à la mécanique des fluides. C'est pratique, la mécanique des fluides. Bon, prenez un dinosaure. Vous savez pas comment il grogne, le dinosaure. Eh ben, si vous savez pas mal de fossiles et une idée de comment égoler le conduit au vocal du bestiau, vous pouvez, grâce à la sainte mécanique des fluides, calculer comment l'air se comporte dans le gosier du machin et produire un son qui, selon toute vraisemblance, se rapproche d'un cri d'amour du Jurassique. Très bien. Maintenant, faites exactement l'inverse. Enregistrez un dinosaure en rut et inversez les équations, pour aller vite. Vous devriez trouver la forme du conduit vocal du lézard. Alors, disons que c'est moi qu'on enregistre et pas le premier raptor venu, hein, vous devriez retrouver une forme de conduit complexe et subtile, avec un coude formé à l'entrée délicate de ma gorge et un renfoncement un petit peu vers ce que mes connaissances fort sommaires en ORL me pousseraient à appeler le pharynx. Mais qui est peut-être notre truc en inx, je sais pas trop. Enfin, bref. Un truc compliqué, voilà. Mais passons. Prenons maintenant la voix d'une froide machine, au lieu de celle d'un chaleureux podcaster tech. Un deepfake, c'est une voix synthétique qui sonne comme une voix connue. Mais que révèle-t-elle dans l'analyse fine aux équations ? Eh ben, le conduit vocal que ça produit, il est tout lisse. Il est tout droit, en fait. Il n'y a pas toutes ces cavités, tous ces trucs. Si tu reconstruis le conduit vocal d'un deepfake, eh ben, c'est pas un conduit vocal humain, en fait, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il est physiquement, par la physique, possible de repérer une voix synthétique, même si elle me semble humaine à nos oreilles. Donc c'est une bonne nouvelle, évidemment, c'est sûr. La mauvaise, c'est qu'il est probablement possible de produire une voix plus naturelle, hein, soit en autre modèle entraîné sur d'autres plages de fréquences, probablement, soit par filtrage après coup. D'ailleurs, la question se pose tout de suite pour Dark Vador. Je rigole pas. Dark Vador, c'est un problème, parce que James Earl Jones, la voix de Dark Vador, a 91 ans. Et c'est un âge pour prendre sa retraite, même après la réforme. Enfin, j'espère. Et Hollywood, étant ce qu'il est, il va préférer confier aux Ukrainiens de Russ Pitcher la tâche de recréer synthétiquement la voix de Dark Vador, plutôt que de recruter un nouvel acteur, qui serait bien sûr la solution la plus simple, la plus économique et probablement la plus éthique. Mais bon, c'est pas du tout celle qui a été choisie. Donc, dans Obi-Wan Kenobi, Dark Vador a la même voix qu'il y a 45 ans, grâce à une incroyable sophistication technologique et une aversion au risque pathologique, hein, manifestement. Et c'est d'autant plus étrange d'ailleurs que Dark Vador n'a pas la même voix que dans Rise of Skywalker, qui est doublé par le vénérable Jones. Donc il n'y a même pas vraiment de continuité. Bref, mais bon, c'est pas grave. Mais le mystère demeure. Dark Vador étant désormais un deepfake, son conduit vocal est-il devenu tout lisse ? Bonne question. Probablement. Tu sais que c'est rigolo au passage quand tu dis qu'il y a une aversion au risque qui est démesurée. Je suis assez d'accord et ce qui est assez dingue, c'est de le mettre en parallèle de l'initiative plutôt intéressante, je trouve, d'avoir une petite sirène de couleur noire, à la peau noire, et qui a fait couler tant d'encre avec tant de critiques de la part de pas mal de haters, on peut dire, hein, notamment sur Twitter, forcément par définition. Mais c'est rigolo de voir qu'il y a quand même des volontés de faire évoluer les choses et en même temps d'avoir une espèce d'aversion au risque pour la voix de certains acteurs de Star Wars il y a quelques années. C'est rigolo quand même. Enfin, ouais, rigolo, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Mais bon, cette histoire de Dark Vador, moi j'ai pas compris quoi. Ils vont passer pour un deepfake pour ça, je comprends pas. Mais bon. Bah, surtout s'il y a bien une voix qui peut être approximative et s'il y a bien une voix qui est quand même qui est super déformée de base, c'est pas bon. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Chewbacca, pourquoi pas. Allez, on met de côté nos intelligences artificielles. Le mec qui crie pareil, n'importe qui crie comme ça pareil, mais après on passe le truc. Bon, c'est magnifique. Allez, on les met de côté, nos intelligences artificielles. On va aller du côté des cartes graphiques qui sont beaucoup trop chères, Guillaume. Oui, bref, c'était la polémique, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il y a eu la GTC 2022 qui a permis de lever le voile sur Ada, la série donc 4000 des GeForce RTX. Et le moins qu'on peut dire, c'est que c'est compliqué quand même. Bon, il y a plein de trucs. Et finalement, c'est très intéressant tout ça, finalement. Évidemment, il y a quelques polémiques, il y a pas mal de trucs à dire, à commenter, mais c'est vraiment intéressant quand même, essentiellement. Alors, d'abord, on va commencer par les choses simples. Donc, le flagship, c'est de la série 4000, c'est le AD102. Il est gravé en 4 nanomètres par TSMC, et ça change pas mal par rapport aux 8 nanomètres de Samsung, qui est donc, pour lequel qui était utilisé pour les 3090. Donc, c'est deux fabricants différents, donc c'est pas complètement évident de comparer directement, mais le gain est quand même très appréciable, hein. Le N4 de TSMC, il est néanmoins probablement plus cher aujourd'hui que ne l'était le 8 nanomètres, il y a 2 ans, donc, chez Samsung. Bon, du côté de l'architecture, Ada, c'est quand même une puce qui est absolument monstrueuse, avec 76 milliards de transistors, enfin le AD102 en tous les cas, au maximum, hein,
Il a aussi 16 384 cœurs CUDA qui sont un petit peu remaniés. Tourne à 2,3 GHz de base et 2,52 GHz de boost. Le tout avec 24 gigaoctets de VRAM sur 384 bits de bus. Les cœurs sont rangés donc en streaming multiprocesseur, qui ont chacun un cache de 128 kg. Et la puce elle-même a 96 mégaoctets de cache L2. C'est 16 fois plus qu'Ampère quand même. Donc Ada a 50% plus de puce de cache L1 en plus. Et par rapport à la 3090, on a 70% de cœurs et de ROP en plus. Les ROP, c'est l'unité de rasterisation au final. Et en plus, elle a des cœurs RT qui sont améliorés, de 3e génération, et des Tensor Core qui sont aussi améliorés de 4e génération. Bon. Les nouveaux cœurs peuvent faire d'ailleurs de l'exécution dans le désordre d'une certaine manière, puisque bon, comme les rayons en ray tracing, ils partent un peu de partout, ils peuvent arriver un petit peu n'importe où. On n'a pas forcément le même programme de shading qu'on doit exécuter pour deux rayons qui sont finalement initialement proches. La carte peut désormais regrouper les rayons par shader en quelque sorte, comme ça il y a moins de, enfin on a moins, l'occupation de la carte est disons optimisée. Donc il y a aussi des astuces pour gagner du temps sur la surface irrégulière. Donc en pur ray tracing, les RTX 4000 auront naturellement l'avantage, et la puce peut aussi se permettre de passer au DLSS 3, ce fameux DLSS 3 dont on va reparler un petit peu plus tard, qui est très très important. Bon, la puce consomme 450 watts, soit autant qu'une 3090 Ti. Elle est mieux ventilée, ce qui ouvre la voie de l'overclocking. Il y a des consommations déraisonnables de l'ordre de 600 watts au maximum. La 4090 est triple slot. Donc, dans un épisode précédent, je parlais d'une carte quadruple slot. En fait, on sait désormais que cette carte, la carte qui a été présentée, qui est la Founders Edition, c'est-à-dire l'implémentation Nvidia de la carte, est triple slot, comme la 3090. Cela dit, mon commentaire portait sur la fuite en photo d'une 4090 fabriquée par Zotac, qui, elle, en tout cas sur les photos, est quadruple slot. Donc, il est probable qu'il y ait des cartes 3 et des cartes 4 slots, voilà. En tout cas, ça reste deux beaux bébés, ça reste quand même des gros machins, des gros trucs bien mastoc. Et bon, outre la 4090, Nvidia a aussi montré une 4080 et une 4070. Oui, alors je sais, officiellement, ce sont deux 4080. Évidemment, c'est la première controverse, parce que c'est vraiment, bon, c'est calamiteux. La 4080 16 Go possède 9728 cœurs et 256 bits de largeur de bus. C'est du haut de gamme, mais c'est quand même moins extrême que la 4090, tout est logique. Seulement, la 4080 12 Go n'est pas du tout la même carte. Donc elle a moins de VRAM, 12 Go, mais elle a aussi moins de cœurs, 7680, un bus mémoire de 192 bits, donc en fait c'est une 4070 concrètement. Alors, pourquoi Nvidia s'obstine à l'appeler 4080 quand même, alors que c'est évidemment trompeur? C'est probablement à cause du prix, évidemment, puisqu'elle coûte $900. On peut pas parler à des prix on va parler des prix, on va parler des prix à ce stade, évidemment, on est bien obligé, c'est l'éléphant dans la pièce, comme disent les anglo-saxons. La 4090 coûte $1,600, la 4080 16 Go coûte 1,200, et donc la petite dernière coûte $900. Et attention, c'est des prix hors taxe, et en dollars. L'euro étant notablement mou du genou face au dollar en ce moment, j'ai pas de pitié, je vous donne des prix en euros tout de suite. 1950 € pour la 4090, presque 1500 pour la 4080, et 1100 pour la 4080 12 Go. 1100 balles, vous reconnaîtrez que c'est pas le prix d'une carte avec un 7 dedans, parce que 7 dedans, ça veut dire milieu de gamme. Et c'est ça le problème, en fait. C'est pas cohérent, quoi. Alors, évidemment, ils auraient pu appeler ça 4080 et 4080 Ti, mais la différence est peut-être un peu supérieure à une version Ti. Bon, je sais pas. Toujours est-il que, évidemment, on peut se demander pourquoi elles sont si chères. Alors déjà, évidemment, le dollar est fort. C'est aussi à cause de l'inflation, tout est plus cher. Les transports, l'énergie, les tarifs de TSMC ont augmenté. Donc oui, les puces, le prix au transistor est plus cher aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Donc en dollars, la 4090, pourtant, n'est pas beaucoup plus cher que la 3090 à sa sortie, qui coûtait $1,500 en son temps. Donc franchement, le prix de la 4090 est très correct. En fait, il n'y a pas trop de problème là-dessus. C'est très cher, mais c'est comme une super voiture de luxe. C'est trop cher as usual, quoi. Oui, voilà, la 3090, la 4090, c'est comme des grosses voitures de luxe. Ça coûte très cher, mais bon, ok. C'est une carte hors norme. Par contre, les prix des 4080, franchement, sont décevants. Parce que normalement, c'est des puces haut de gamme, mais qui sont accessibles, quoi, on va dire. La 3080, il fallait pas oublier qu'elle valait $700 à sa sortie, et la 3070, elle valait $500. Par rapport aux 4080 à 1200 et 900, l'écart, il est massif, quoi. Donc les prix ont monté en corrélation avec les performances, et c'est choquant, parce que depuis genre 50 ans, on est habitué à avoir des performances augmentées à prix constant, tous les ans, ou presque. Et pour Jensen, c'est le nouveau normal. Voilà, il a encore dit, la loi de Moore est morte. Les puces qui baissent de prix tous les ans, c'est fini. Donc, plus puissant égale plus cher. Bon, on va bien voir ce que AMD en pense plus tard, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que jusque-là, je vous ai assommé, j'ai pris mon petit plaisir à vous assommer de chiffres avec les watts millions de cœurs. On aime ça.
Alors maintenant, est-ce que je vais enfin vous dire combien c'est trop plus mieux que c'est trop plus mieux? Voilà, c'est 4 fois plus mieux, au moins, je sais pas. Au moins, oui. Au moins. Bon, alors je dis souvent maintenant dans Tech Café Weekend, maintenant que les progrès de fabrication sont plus lents, les constructeurs doivent ruser pour maintenir la cadence à laquelle on s'est habitué, en fait. Et c'est bon, c'est là que les innovations logicielles interviennent, en quelque sorte. Alors c'est pas nouveau, DLSS fait exactement ça. On gagne des performances en utilisant du deep learning pour agrandir les images et donc demander moins de boulot à chaque shader. Voilà, pour chaque image au shader. Donc c'est malin, ça marche très bien. Et pour les jeux où c'est implémenté, évidemment, ça marche très bien. Alors Nvidia mise encore plus sur le DLSS avec le DLSS 3.0 qui va plus loin. On l'espère pas trop loin, ça je sais pas pour l'instant. Le DLSS 2 reconstruit des images 4K, disons avec des images 1080p. Bon, le DLSS 3 il fait pareil, sauf qu'en plus, il peut reconstruire une image entière pour une image rendue. Il interpole les images complètes. Alors, sur le site de Nvidia, ils expliquent que DLSS 3 utilise les 2 dernières images pour créer ce qu'ils appellent un optical flow, qui code les vecteurs de mouvement pour chaque pixel. C'est déjà faisable via le moteur du jeu, c'est d'avoir les vecteurs de mouvement pour chaque pixel, mais en fait, c'est pas suffisamment précis. En fait, le moteur du jeu donne souvent le mouvement des objets en 3D à l'écran, c'est vrai. Mais bon, on le sait, dans un jeu vidéo, plein de choses sont fausses, c'est comme au cinéma, il y a plein de trucs qui sont cartopâtes, qui sont pas vraiment en 3D, ou qui sont des textures placées après coup, etc. Donc par exemple, les ombres, l'exemple donné par Nvidia, c'est une moto sur une route. Bon, le moteur du jeu sait que la moto elle est fixe par rapport au joueur et que la route bouge. Et il peut envoyer ça à des DLSS. Mais alors tous les pixels de la route bougent, sauf que parmi les pixels de la route, il y a l'ombre de la moto. Et donc avec uniquement ces informations, l'ombre elle devrait bouger. Ce qui est problématique. Optical Flow, c'est un algorithme qui est plus sophistiqué, en fait, qui prend donc 2 images consécutives et qui sait, entre guillemets, ce qu'est une ombre et qui en déduit les vecteurs de mouvement fiables. Et à partir de ça, un modèle de deep learning reconstruit une image complète. C'est génial. Donc en gros, il interpole de nouvelles images pour augmenter le nombre d'images par seconde. Voilà. Excellent. Ce qui fait qu'avec DLSS 3.0, tu rends effectivement une image en quart de résolution. Si tu passes de 4K à 1080p, c'est à peu près ça, c'est une quart de résolution. Donc tu l'agrandis 4 fois ton image pour avoir du 4K. Et après, avec la précédente, tu génères complètement une image supplémentaire. Ce qui fait que sur ces 2 images, il n'y a que 1/8 des pixels du jeu qui ont été effectivement calculés. Donc le DLSS 3, c'est quand même complexe, hein. Donc ça prend du temps de calcul, voilà, par ailleurs, mais c'est quand même assez clair que rendre 1/8 des pixels, évidemment ça va accélérer les choses côté shader. Hein. Et puis en plus cette méthode élimine virtuellement les goulets d'étranglement au niveau du CPU, puisque le CPU n'intervient juste pas du tout dans le calcul de la moitié des images qui sont rendues. Donc si vous avez un CPU qui est un petit peu juste pour Flight Simulator, ça n'empêchera pas les RTX 4000 de doubler les FPS. Bon, après, il reste beaucoup de questions quand même, en particulier sur la nature de la fluidité qui est apportée par le DLSS 3, sur sa qualité, etc. Parce que l'interpolation d'image, ça peut vous dire quelque chose, hein, c'est normal. C'est ce que fait Sony avec le Motion Flow, par exemple, sur les télévisions depuis je sais pas combien d'années. Sur un jeu vidéo, il y a quand même un truc différent, évidemment, c'est que les choses sont plus compliquées. En théorie, une frame de jeu vidéo correspond à un input du joueur. Là, on crée une frame, on crée une image de manière purement optique, en fait. Et de ce que j'en comprends, donc dans le futur, à partir de 2 images passées, on crée une image dans le futur. Donc, cette image, elle peut ne pas prendre, elle peut ne pas correspondre à un input du joueur, en fait. Ouais. Elle peut même être contraire à sa volonté, parce qu'une moto roule, et mon GPU, il n'est pas dans mes pensées, il peut pas savoir quand je vais tourner. Ouais, mais ça va pas être si marquant que ça. Non, c'est ça le truc, tellement rapide. Il est pas possible qu'il prévoie la bonne frame en conséquence au bon moment, mais par contre, cette erreur, évidemment, elle sera petite et elle sera corrigée très vite, puisqu'on est forcément, du coup, à des niveaux de FPS de 60 FPS ou plus, 60, 100, 120, bon. Mais tout de même, la question se pose quand même sur la qualité finale du rendu et du mouvement, voilà, c'est pour des mouvements fréquents aléatoires qui sont quand même très courants dans beaucoup de jeux vidéo, faut quand même le dire. Est-ce qu'on percevra une latence? Quelle sera la perception, si tu veux, de cette fluidité, en fait? Est-ce qu'il y aura des discordances entre les entrées, les images extrapolées, tout ça? Donc, c'est intéressant. Alors, DLSS 3 incorpore de base Nvidia Reflex. J'ai du mal quand même à penser qu'il puisse y avoir comme ça une incompatibilité ou plutôt une impression d'incohérence avec ce que le joueur donne comme instruction. On n'est pas à ce niveau-là de précision quand même. Incohérence, je suis un petit peu, j'y vais peut-être un peu loin, mais disons de latence, c'est-à-dire que le jeu ne répond pas exactement au moment, tu vois. Parce qu'il faut voir aussi que dans certains jeux, enfin je veux dire, il y a certains joueurs, faut voir quoi, ils ont besoin de. On est à 1/60 de seconde. J'ai du mal à me rendre compte. Ah mais oui, non mais les joueurs professionnels, ils jouent sur des écrans 120 Hz ou plus et ils le remarquent.
Si tu le mets en 60 Oui, Hz, mais ça va non, pas du alors tout. attends, qu'on remarque la différence, ok, mais je serais très curieux de savoir est-ce que ça a des changements dans leur performance et leur façon de jouer. Oui. Qu'ils le perçoivent, je veux bien Je le croire. pense que Tu vois, c'est- deux je- écrans, un euh, à 100 Hz, l'autre à 60, tu vois la différence. Oui, mais je veux dans dire, le je jeu. suis persuadé que si, Ah, ça me paraît fou. si, pour les beaux, bah après, c'est peut-être pas moi, hein, mais je veux dire, bon, voilà, un très bon joueur d'un jeu Non, très mais pourquoi rapide, pas. je pense que clairement, Ok. il pourrait le voir. Bon, après, je sais pas, tu vois, c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante, peut-être un peu casse-gueule, en fait, et c'est vrai que j'attends les tests avec impatience, quoi, tu vois, pour savoir, parce que créer des frames synthétiques complètes, il fallait quand même oser, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça. C'est assez révolutionnaire, quoi. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de test indépendant. J'ai pas vu de test indépendant, je peux pas en dire plus, mais c'est vraiment intéressant et ça pose beaucoup de questions. Alors, vous remarquerez que j'ai toujours pas parlé de performance brute quand même. Tu n'as Donc, toujours pas parlé allons-y. de performance brute quand même. Mais oui. Donc allons-y, parce que Nvidia, la GTC, quand même, il est devenu le roi de la comparaison entre les carottes, les patates et les chaussettes sales, quoi. Il ressemble à Apple là-dessus, non? Sur un seul et même graphique de performance, qui est performance relative, donc des 4090, 3090 Ti, 4080, les deux 4080, on mélange allègrement des jeux qui ont du DLSS 2, du DLSS 3 ou pas de DLSS du tout. C'est un peu la foire, quoi. Donc Jensen, il voulait vraiment dire que ces cartes étaient 4 fois plus performantes que les anciennes, ça c'est sûr, sauf que c'est absolument pas toujours le cas. Alors l'argument de Nvidia, c'est si vous pouvez activer DLSS, vous allez le faire. Donc en fait c'est ça les performances que vous allez avoir, vous n'allez pas vous priver de DLSS. Oui, c'est vrai. Sauf que tous les jeux n'ont pas DLSS. Et pas DLSS 3, tu vois. Bon. Surtout que tu mesures deux choses différentes. En fait, et ça m'énerve. Bon, voilà, une carte qui rend tous les pixels d'un jeu par rapport à une qui rend le quart ou le huitième, évidemment, c'est pas pareil. Tu vois. Et en plus, les perfs diffèrent énormément pour une même carte d'un jeu à l'autre. Donc, quelles sont les performances brutes de la 4090 par rapport à une 3090 Ti sans image artificielle? Entre guillemets, image artificielle, bon, déjà. Donc en gros, si on regarde donc les performances brutes en rasterisation, quoi, ou même en ray tracing d'ailleurs, c'est dans les 1,5 à 1,6 fois, si on regarde Resident Evil Village, qui n'a pas DLSS, et Assassin's Creed Valhalla, qui l'a pas non plus. Bon, la 4080 16 Go, elle est dans 20% plus rapide, donc la 3090 Ti, et la 4080 12 Go est à peu près au niveau d'une 3090 Ti. Voire un peu en dessous, donc bon, elle est 3090, quoi. Mais bon, miraculeusement, les cartes sont largement au-dessus d'un Warhammer 40 000 Dark Tide. La 4090, elle est plus de 2 fois la 3090 Ti. Et même la 4080 12 Go est presque 50% plus rapide. Pourquoi ? Parce que Warhammer supporte le DLSS 2, comme Flight Simulator. Sur ce dernier d'ailleurs, c'est du délire, parce que les 3 RTX 4000 sont au coude à coude. Une 4090 n'est même pas plus efficace qu'une 4080 12 Go. Pourquoi ? C'est pas clair. Est-ce que c'est un problème de limitation de CPU ? Est-ce que c'est du DLSS 2 ou du DLSS 3 ? C'est même pas marqué en fait. Mais bon, tout ça c'est dans les Today's Game, parce que Nvidia a choisi donc de séparer les graphiques en deux de manière totalement artificielle et de les appeler donc les jeux normaux quoi, les Today's Game pour minimiser leur importance par rapport évidemment à la Next Generation, tu vois. Et là évidemment, si tu regardes les Today's Game, les jeux ringards d'aujourd'hui, c'est juste 2 fois, et encore avec DLSS 2. Maintenant, Nvidia, dans la colonne Next Generation, là, c'est le futur. Et là, la RTX, elle envoie du pâté de tête jusqu'à 4 fois et demi plus rapide, et boum. Comment ça ? DLSS 3, tout simplement. Obligé, tu peux pas passer de 1,5, 1,6 fois à 4 fois et demi sans créer des frames, en fait, sans utiliser le DLSS 3, il n'y a pas de miracle. Donc en réalité, les RTX 4000, en améliorant l'architecture, en augmentant de manière démesurée le nombre de transistors, et puis évidemment avec le nouveau process, ils arrivent à une carte qui est donc 1,6 fois plus rapide brutalement que l'ancienne. Mais c'est déjà pas mal en vrai. Quand tu vois ce que TSMC apporte avec le N4, tout ça, c'est quand même pas mal, c'est déjà bien. Mais bon, commercialement, ces performances brutes sont pas assez vendeuses vu les prix, en fait. Il fallait écrire partout qu'on peut faire du 4 fois, alors ok, oui, mais on peut, mais avec du DLSS 3, qui est une technologie qui est supportée par loin de tous les jeux, quoi. Alors, voilà, un DLSS, c'est une technologie formidable, déjà de base aujourd'hui. L'image est même souvent meilleure qu'en natif. Peut-être que le DLSS 3.0 et son interpolation d'images complètes vont marcher très bien et devenir la norme, c'est tout à fait possible. Mais pour le moment, c'est pas encore évident. Tu vois, le DLSS 3, ça concerne pas tous les jeux, ça concerne que les RTX 4000 et pas les autres. Et j'aime pas du tout qu'on compare des poireaux avec des savonnettes, donc ça m'énerve. Mais bon, voilà. Et heureusement, il y avait aussi d'autres trucs cool à la GTC.
Ouais, effectivement, en fait, ce qui t'interpelle et ce qui te gêne un petit peu, c'est pas tant les résultats qui sont présentés et qui sont pas inintéressants, c'est la manière de les présenter les uns avec les autres qui est pas trompeuse, mais qui fait quelques raccourcis, on va dire. Bon, on a bien retenu. Il y avait d'autres trucs cool, tu nous dis, notamment quoi, en application dans le domaine des voitures, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les consoles de demain. Aussi, mais toujours dans le jeu vidéo, en fait, hein, la GTC, c'était la foire au trademark, parce que bon, en plus du DLSS, Nvidia avait présenté RTX DI pour la RTX Direct, donc Direct Illumination, et ça, c'est un peu le Graal, on va quand même le dire, puisque toutes les lumières sont rétrécies en fait. L'éclairage devient réaliste, hein, beaucoup plus subtil et conformé à la réalité, et en prime, les réflexions passent aussi en full résolution. Donc on a ni plus ni moins qu'un jeu en path tracing complet, ce qui était impensable il y a 5 ans. La clé, c'est que le denoiser de Nvidia passe en temps réel, donc on lance un petit peu plus de rayons qu'avant, c'est toujours largement insuffisant, mais les images sont débruitées en temps réel. Donc c'est vertigineux quand tu penses que le jeu rend une image en quart de résolution qui est toute bruitée, et que les IA s'occupent de rendre ça fin, propre, fluide. Parce que Cyberpunk 2077, qui veut devenir carrément la vitrine Nvidia, et donc il va passer en ce qu'ils ont appelé Ray Tracing Overdrive, tu vois, c'est un mode, voilà, c'est un mode Ray Tracing full complet, combiné avec du DLSS 3.0, et ce qui est fou, c'est que si tu fais le compte, mais il y a plus de 90% des pixels du jeu qui sont rendus par des algorithmes d'intelligence artificielle dans ce truc. Nice. Puisqu'entre le DLSS 3 qui augmente la taille, qui pond des trucs, et le denoiser qui débrute des images un peu dégueu, bon, c'est absolument incroyable en réalité. Donc, voilà. Autre truc très cool, le RTX Remix. Donc, en gros, ça ressemble à ce que fait Reshade, si vous connaissez Reshade, les trucs comme ça qui remasterisent un petit peu les vieux titres. Si vous connaissez, en gros, ça intercepte les appels au driver DirectX et ça les expose au modeur. Donc Remix facilite donc le modding, mais il ajoute aussi des fonctionnalités toutes prêtes, hein, comme un upscaling des textures, un rajout de shader réaliste automatique. Il permet aussi d'exporter les textures pour pouvoir les modifier soi-même, mais aussi des modèles, quoi, tu peux exporter au format USD, bref. Un outil de modding puissant et qui a déjà servi à donner un coup de jeune, un sacré coup de jeune à un classique vénérable, un Portal. Donc il y a un Portal en ray tracing, c'est impressionnant, parce que c'est vraiment... En plus, c'est pas une réimplémentation comme Quake RTX, tu vois, c'est vraiment un modding de Portal, et on dirait un jeu moderne, c'est absolument incroyable. Excellent. Et toujours dans la continuité de ce qui est annoncé, ouais, je disais des choses qui s'appliquent un petit peu pour les voitures et puis qui nous permettent de déduire pour les consoles de demain, c'est ça? Un petit peu, il y a eu d'autres trucs, évidemment. Alors, il y a Omniverse qui passe en mode software as a service dans le cloud. Il y a en guise de vitrine cool, d'ailleurs, jeter un coup d'œil à la Racer X, qui est une démotech où on a tout un environnement simulé avec une vraie physique du solide et des tissus, combiné à un rendu ray tracing total en temps réel. Voilà, c'est du Pixar en ray tracing total, mais interactif, quoi. C'est fou, c'est une petite course de bagnole, c'est assez dingue. Et bon, sinon, ouais, pour terminer un petit peu, Nvidia... Course de voiture télécommandée, ça me fait penser d'ailleurs à un jeu... Bon, pardon. Un jeu, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un jeu comme ça que je trouvais génial où tu pilotais des voitures télécommandées. Comment ça s'appelait? Non, il y a un autre. C'est pas grave, ça va me revenir, excuse-moi. En tout cas, voilà, pour terminer, donc Nvidia a aussi dévoilé le successeur d'Orin, donc c'est une puce embarquée pour les voitures, qui pourra prendre en charge tout ce que vous voudrez, du pilotage automatique et la diffusion de Netflix pour les passagers. C'est pour 2025. Le but, c'est de fournir une puce polyvalente pour éviter d'avoir à utiliser un système pour la conduite et un autre pour l'entertainment, par exemple. Donc voilà, Thor, ça s'appelle Thor. Ça devrait être assez puissant pour tout. Thor, c'est le top probable. Avec ce nom-là, de toute façon, ça promet. Ça promet d'être marteau. Et puisqu'on parle de puce embarquée, touchons 2 mots de la rumeur sur le Tegra 239, qui serait la puce choisie pour la Switch 2. Donc ce serait un dérivé d'Orin en fait. Donc ça serait 12 ou 8 cœurs. Bon voilà, ça diffère un petit peu. En tout cas voilà, 8 ou 12 cœurs A78, Cortex A78 et 2048 cœurs CUDA de génération Ampere, c'est-à-dire des RTX 3000. Donc ça peut vouloir dire ray tracing, ça peut surtout très certainement vouloir dire DLSS. Donc voilà, on sait comment est-ce que les graphismes de la Switch, de la prochaine Switch seront calculés en 4K, et bon voilà, c'est pas du tout étonnant, c'est des rumeurs pour l'instant, on peut pas considérer qu'elles soient totalement farfelues. Voilà, c'est le Tegra X1 qui est utilisé actuellement, donc c'est assez logique. Et il se ferait temps que Nintendo se bouge, parce que quand même le X1 aura bientôt 8 ans, et il se murmure même que Nvidia en a marre de le produire, et qu'il mettrait la pression sur Nintendo pour qu'ils arrêtent leur connerie. C'est pas impossible. Mais c'est assez dingue d'ailleurs parce que du coup quand tu vas te prendre une nouvelle Switch, tu vas dire waouh mais la claque de génération. Et c'est à se demander si c'est pas une stratégie en soi finalement. Tu vois, de faire durer vraiment tout ce que tu peux de la précédente. C'est Revolt le jeu, ça m'est revenu maintenant. Revolt, c'était extraordinaire. J'ai encore la musique du générique dans la tête. Quelque chose. Bon,
Je le fais très très mal. On conclut du coup, Guillaume, avec la GTC ? Oui, alors je veux donc voilà, je veux pas qu'on pense que je sois trop négatif sur la GTC. Après tout, voilà, c'était quand même vraiment intéressant tout ça. Même si ça pose plein de questions, voilà, il y avait des démos de fou, des cartes de rêve inaccessibles, hein, mais non. L'expérience de joueur, elle sera bluffante dans tous les cas. Oui, pour ceux qui pourront se payer des RTX 4000, parce qu'on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est très cher. Et pour moi, c'est même trop cher. Enfin, je veux dire, même c'est quoi le bon conseil aujourd'hui d'ailleurs, compte tenu de l'état des cartes graphiques ? Est-ce que tu as des conseils à donner pour qui veut jouer sur PC et quelle carte graphique retenir aujourd'hui ? C'est compliqué, hein ? Bah, moi je dirais les RTX 3000, là, clairement il faut chercher des 3060, 3050 ou des RX 6000, elles vont baisser de prix là. D'ailleurs, c'est de toute façon là si tu veux les 4000, qu'est-ce que tu veux faire ? Même 1500 € pour une 4080 ou 1100 €, je veux dire, à titre personnel déjà, je trouve que c'est cher bien sûr, mais même au-delà, j'ai presque une impression de décalage entre ces cartes et leur époque. Après tout, on est dans une situation économique assez pourrave, tout est plus cher, on est exhorté à économiser l'énergie au point de moins se chauffer pour permettre aux entreprises d'avoir des prix qui leur permettent de survivre. Ai-je entendu ? Bon, je veux dire. Et Nvidia, il nous sort des cartes à 2000 balles qui consomment entre 450 et 600 watts. Et mec, c'est plus 2018, gars, je sais pas, qu'est-ce que tu fais ? Donc, bon, après, je pense qu'il y a de ça. Je veux dire, ADA, c'est un truc qui a été développé il y a 3, 4, 5 ans peut-être, hein, c'est-à-dire au plus fort de la cryptomanie en réalité. Donc, ça a peut-être été développé dans l'optique que tout le monde voudrait de la puissance à n'importe quel prix. Bon, c'était sans compter des changements dans le monde qui étaient imprévisibles. Voilà, peut-être. Donc, cette idée de perf quoi qu'il en coûte un petit peu, est-ce que ça va durer chez Nvidia ou pas, je sais pas. On peut pas considérer que les retours populaires, enfin voilà, que Internet est vraiment complètement bien accueilli les prix des 4080, et ça peut se comprendre. On verra surtout aussi du coup, quelle sera la réponse de la concurrence ? Parce qu'ils sont pas seuls, Nvidia, sur le secteur quand même. Hein. Les RDNA 3 vont être présentés le 3 novembre. Donc, c'est les Radeon 7000 qui seraient, elles aussi, basées sur des 5 nanomètres. Donc, c'est très proche avec le 4 nanomètres un petit peu moins. En fait, les RDNA 2, elles sont 7 nanomètres actuellement chez TSMC. Et elles vont passer aux 5 nanomètres. Ou 4, je sais pas, après c'est des process qui sont un petit peu qui sont assez analogues, mais bon, le 5 nanomètres est probablement un petit peu moins cher en fait, et la différence n'est pas énorme, donc du coup ça pourrait même être un meilleur marché. Bon, donc je sais pas, curieux de voir disons quel compromis va faire AMD, mais ce qui est clair c'est que déjà les prix des RDNA 2 sont officiellement en baisse, et donc AMD commence à faire de la pub comparative là-dessus, sur le rapport qualité-prix en fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après l'annonce des RTX 4000, ils ont un boulevard s'ils veulent attaquer Nvidia sur les prix. S'ils veulent se présenter comme une alternative de meilleur rapport qualité-prix, ça va pas être, ça va être plus facile là maintenant, tu vois. Et clairement, voilà, alors, je pense que si vous voulez jouer, alors, j'ai l'impression que bon, une RX 6600 et plus, et une RTX 3050 ou 3600 et plus, oui, c'est largement suffisant pour jouer à plein de trucs. Et on n'est pas dans les folies des RTX 4000. Alors j'espère qu'à un moment donné, quand ils auront, parce qu'il y a aussi ça, hein, quand ils auront écoulé les stocks de RTX 3000, ils vont sortir des 4060, des 4050, et que ça sera enfin abordable. Parce que pour l'instant, ils veulent virer les stocks de RTX 3000 qui sont surproduits. Mais bon, en attendant, c'est quand même une situation vraiment zarbi, quoi. Et d'ailleurs, c'est à se demander qui veut jouer aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une querelle de philosophes sur le sujet, mais quelque part, quand tu vois le prix des consoles next-gen qui commence à être, enfin next-gen, actuelle version en fait, qui commence à être un petit peu plus disponible, j'ai l'impression, ça vaut vraiment le coup de se poser la question, parce que j'ai l'impression qu'un PC à bonne performance, ça peut vite revenir aussi très cher, quoi. Bon, on compare là aussi des choux et des carottes, parce que tu fais pas la même chose avec ton PC que tu vas faire avec une console de salon. Je n'ai rien dit. Est-ce qu'on a bouclé le sujet, Guillaume, ou est-ce qu'on rajoute un dernier élément Bon, écoute, non, je pense que ça fait on a parlé de jeux vidéo beaucoup finalement là. Oui, finalement, qui l'eût cru, mais on va continuer à vous parler de jeux vidéo dans l'épisode qui sortira ce week-end, parce que oui, il y a l'épisode de Tech Café hebdomadaire où il y a l'essentiel de ce qu'il ne faut pas rater dans l'actu tech, et on vous le délivre avec, je l'espère, à la fois sérieux mais aussi un ton décontracté qui va bien. Et puis, il y a l'épisode week-end où il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de traiter parce que Guillaume les avait identifiées dans sa veille
veille. Et en fait, choisir, c'est renoncer. Et donc, il renonce, mais une partie seulement de sa veille pour la réinjecter après. Mais pas trop, le moins possible. Mais pas trop. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pendant cette heure d'épisode de podcast. C'est toujours évidemment un grand plaisir d'être présent semaine après semaine et de pouvoir discuter avec Guillaume évidemment, mais aussi en sachant que vous êtes attentif à ce qu'on dit. Et on sait que vous êtes attentif parce que vous parlez des épisodes de Tech Café et vous avez plusieurs manières de le faire, que ce soit dans les commentaires des articles qui accompagnent la parution des épisodes sur techcafé.fr, que ce soit sur Discord, que ce soit sur les applications de podcast comme Podcast Addict ou Apple Podcasts. Et puis bien entendu, rendez-vous sur Discord pour qui veut échanger de tech, mais aussi d'autres choses, de parentalité, de mobilité, de crypto-monnaie. Mais ces derniers temps, c'est bizarre, le channel Discord des crypto-monnaies, il est pas très très actif. Mais je sais pas, il semblerait que c'est un vent qui a tourné. Merci en tout cas beaucoup pour votre fidélité. Il est grand temps de vous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Moi, sur Le Bon Coin, mot-clé RTX 3060. T'as une alerte, non ? Bah écoute, ça va... Alors pas encore, vraiment. En fait, non, pas vraiment pas encore, mais ça va venir à mon avis. Ouais, parce que, non, mais là, c'est clair que je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir toucher une 4000 avant un bon moment. Allez, patience. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et bien sûr, on compte sur vous si jamais vous avez trouvé que cet épisode vous a fait passer un bon moment et que vous avez été informé comme il se doit. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour participer au financement des épisodes hebdomadaires. Tout le reste, c'est que du bonus. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.